te propose une petite vidéo de réflexion autour d'un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et en fait, c'est de savoir pourquoi je n'arrive pas à faire des maths. Alors évidemment, c'est une question que j'ai entendue dans la bouche de nombreux élèves et de nombreux parents d'élèves aussi qui s'inquiètent de voir leur enfant en difficulté en maths, face aux maths, que ce soit en primaire, au collège ou au lycée. Et qui ne savent pas et qui sont démunis face à ces difficultés rencontrées par leur enfant. Et même les jeunes que j'ai entendu dire ça, qui se retrouvent eux-mêmes démunis et qui se demandent pourquoi ils ont accumulé autant de lacunes et pourquoi les maths leur semblent autant inabordables. Donc c'est une question moi qui m'a intéressé pendant de nombreuses années et sur laquelle j'ai réfléchi. Et donc le but dans cette vidéo, c'est d'aborder cette question, de savoir pourquoi je n'arrive pas à faire des maths, sous un certain angle, parce que c'est une question finalement assez vaste qui recoupe beaucoup de problématiques diverses. Donc là, on va s'attacher à une problématique dans cette vidéo. On va essayer de comprendre comment les lacunes s'accumulent d'année en année au regard des programmes qui sont suivis en maths de la primaire jusqu'au lycée. Donc c'est un petit peu de ça dont je vais parler. Je vais te montrer comment à un moment donné, une faille en primaire par exemple va impacter ta compréhension des maths au lycée. Ou comment une faille au collège va t'impacter ta compréhension des maths au lycée. Tu vois? Voilà, c'est un peu ça que je vais essayer de te montrer. Alors, avant de démarrer la comparaison au niveau des programmes, je vais juste dire une petite chose avec ce schéma. Alors, c'est un schéma fabuleux parce que je suis un artiste de renom. C'est une maison, c'est un espèce de semblant de maison qu'on va remplir rapidement pour faire une analogie. Mais avant toute chose, juste un petit mot sur la croyance que les maths sont quelque chose de difficile. Alors, premièrement, quand j'entends des gens me dire que les maths c'est difficile, parce que je l'entends partout, hein, tu sais, dans mon entourage, dans mon cercle social, c'est vraiment des choses, quand tu discutes à droite à gauche, c'est une pensée qui est très courante. Les maths c'est difficile, voilà, c'est quelque chose que tout le monde se dit, ou en tout cas que j'entends très souvent. Quand j'entends ça, moi je pose la question de quelles maths parlons-nous? Parce qu'en fait, les maths, c'est très vaste. Est-ce que les maths qu'on fait du primaire au lycée, est-ce que c'est ça les maths? Ou est-ce que ce sont des maths? Tu vois, des maths, c'est déjà différent. Parce que ça signifierait, par exemple, schématisons, alors je vais juste rajouter une petite page, schématisons, imaginons que les maths soient un ensemble, comme ça, voilà. Alors, volontairement, je ne ferme pas l'ensemble ici, hein. Ça peut s'étendre aussi loin que l'on veut, puisqu'on n'est pas censé tout connaître. Et en fait, peut-être que les maths de collège, de primaire, de lycée, peut-être que c'est juste cette petite bulle, tu vois, ce petit espace. Maths primaire, collège, lycée. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça, en fait, la réalité de l'enseignement des maths? Moi, je pense que c'est ça. Tu vois, quand j'étais au collège, une personne m'a dit qu'en fait, je n'avais jamais fait de maths et je ne savais pas ce que c'était que les maths. Alors du coup, moi j'étais très surpris parce que j'avais des très bonnes notes en maths, tu vois, et les maths, du coup, je pensais savoir ce que c'était, Pythagore, Thalès, etc. Et les équations. Et du coup, effectivement, en fait, arrivé en études supérieures, en bac+1, en école d'ingénieur, là, je me suis dit, ah d'accord, j'ai compris en fait ce que cette personne m'avait dit au collège. Effectivement, je n'avais jamais fait de maths, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée. J'ai fait des maths, mais c'est pas ça les maths. Les maths, c'est quelque chose de plus vaste. Et le domaine des mathématiques, qui était beaucoup plus vaste et que j'ai découvert dans le supérieur, bah, c'était un domaine beaucoup plus complet que les maths du primaire, collège, lycée, tu vois. Donc quand on parle des maths, attention, les maths de l'école primaire, de l'école collège et du lycée sont un petit domaine des maths. En fait, c'est de l'analyse, c'est du calcul, c'est de la géométrie assez simple. Et finalement, tout ça, ça fonctionne sur des règles qu'il faut comprendre au fur et à mesure. Et normalement, c'est accessible. Les maths du supérieur, il y a des choses, ouais, il faut un peu se tordre les neurones et faire chauffer le cerveau. C'est vrai. Les maths qu'on voit dans l'enseignement secondaire, il y a beaucoup de choses qui restent accessibles, mais qui néanmoins nécessitent une construction sur la durée et surtout un suivi cohérent sur la durée. Et c'est ça en fait la difficulté qui fait que les lacunes s'accumulent. Donc, on va regarder ensemble sans plus attendre ce petit schéma de maison, juste pour te dire que l'enseignement des maths et ta construction de ton savoir mathématique à l'école, ça va être analogue au fait de construire les fondations d'une maison. En primaire, tu construis les fondations de ton savoir mathématique. Puis au collège, tu vas construire le mur d'enceinte. Donc tu vas bâtir les murs. Et enfin au lycée, tu as compris le truc, tu vas aller poser la toiture. Et évidemment, toujours dans l'analogie d'une maison, s'il y a des failles qui apparaissent en primaire dans ton savoir mathématique, forcément, ça fragilise ton mur d'enceinte.
Et si tu as des failles dans ton mur d'enceinte, donc qui apparaissent dans ton enseignement, dans ton savoir mathématique au collège, forcément, ça fragilise ta toiture. Et peut-être que ta toiture va s'effondrer. Et peut-être que si ta toiture s'effondre, bah, toute la maison s'effondre. Évidemment, après, on n'a plus du tout, voilà, on n'a plus de maison. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de comprendre que le savoir mathématique sont des savoirs qui vont s'empiler les uns sur les autres. Et si tu as une fragilité à la base, eh bien tout s'écroule comme un château de cartes, évidemment, parce que tu ne pourras pas acquérir ce qu'on va t'apprendre ici. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble, on va remplir ce tableau succinctement. Je vais te donner en fait les grandes lignes de ce qu'on apprend en primaire, au collège et au lycée, et on va essayer de voir les liens et les ramifications entre ces différents niveaux d'apprentissage pour comprendre quelles lacunes ou quelles failles peuvent amener quelles lacunes. En primaire, un gros thème, ça va être évidemment le calcul numérique. Alors qu'est-ce que j'ai dans le calcul numérique? Eh bien, j'ai tout ce qui est la numération, donc savoir construire un nombre avec les unités, les dizaines, les centaines, numération en base 10. Également toutes les opérations, donc les 4 opérations, manipulation de l'addition, de la soustraction, division, multiplication, et le sens véritable de ces choses-là. Tu vois, c'est pas juste connaître ces tables. Ça, on est déjà dans un apprentissage faible. Parce que quand on dit, t'as fait quoi en multiplication en primaire et que la personne répond, bah, j'ai appris mes tables, la multiplication, pour moi, c'est pas le truc principal qu'il faut retenir. En fait, le truc principal à retenir, c'est quoi la multiplication concrètement. De même que la division. C'est quoi en fait diviser? Tu vois, c'est un partage en parts équitables, etc., etc., etc. Mais du coup, en fait, on a ces choses-là qui vont être apportées dans la tête de l'enfant en primaire, dans toute la thématique calcul numérique. Et on va s'entraîner. On va faire par exemple beaucoup de calcul mental. Le calcul mental, à quoi il va nous servir le calcul mental par exemple? Le calcul mental sur tout un tas de types d'opérations, il va nous servir à acquérir du cardio. Alors là, je parle en termes de sport. C'est quoi le cardio quand on fait des maths? Bah, c'est la vitesse d'exécution du cerveau. Le calcul mental, en fait, il va permettre à l'élève d'acquérir une certaine rapidité exécution sur les tâches mathématiques qu'on va lui proposer dans les exercices. Et bien ça, en fait, l'entraînement, il a lieu ici, quand on fait du calcul mental, quand on fait des exercices de base. Alors, dans le calcul numérique, il y a un thème aussi qui va intervenir en primaire, c'est les fractions. Tu vois, ça c'est un gros thème, un gros dossier. Les fractions, on va commencer à en parler en primaire. Et effectivement, on va commencer à faire toujours du calcul numérique avec des fractions. On va apprendre les règles d'addition, de soustraction, de multiplication, etc. Et puis, on va travailler aussi avec les décimaux qui constituent aussi une partie très importante. En parallèle du calcul numérique, tu vas avoir un deuxième thème qui s'appelle la résolution de problèmes. En fait, la mise en situation. La résolution de problèmes, mise en situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Mise en situation. En fait, ici, on va apprendre à un enfant à raisonner. Voilà, raisonner. Raisonner, c'est quoi? Raisonner, c'est être face à une situation, donc un énoncé mathématique, avec un problème à résoudre, une histoire d'argent souvent, ou de mesure, ou de masse, ou de durée, ou de longueur, etc. Et l'enfant va aller piocher dans sa caisse à outils mathématiques. Tu vois, je fais un geste ici parce que j'imagine un établi avec des outils. Et les outils, c'est quoi? Bah, c'est l'opération multiplier, l'opération diviser, l'utilisation des fractions. Tout ça, en fait, ce sont des outils. Et dans la résolution de problème, l'enfant, il va faire quoi? Eh bien, il va aller choisir ses outils. Pour faire quoi? Eh bien, pour raisonner, pour analyser et pour résoudre. Et il va acquérir de l'autonomie, en fait, à ce niveau-là. De l'autonomie dans la résolution. Donc ça, c'est un deuxième dossier très important qu'on traite en primaire. Autre dossier important qu'on traite en primaire, ça va être des outils complémentaires très pratiques et très utiles, du style complémentaire, j'ai pas la place d'écrire, du style les conversions d'unités. Alors, conversion d'unité, tu as ici vraiment un truc majeur et qui impacte véritablement, qui a un très gros impact même au lycée. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Conversion d'unité, donc c'est tout ce qui est les mètres, les grammes, les litres, donc les volumes, etc. Et aussi les durées, convertir des durées. Alors pourquoi je te dis que ça a un gros impact? Très souvent, et c'est pas quelquefois, je dis bien très souvent, au lycée, en première, en terminale, j'ai des élèves qui buguent sur des exercices parce qu'ils n'arrivent pas à convertir des unités. Et donc du coup, le calcul est faux, et donc du coup, le résultat est faux, et donc du coup, les points sautent au moment du contrôle. Donc ça fait des 8, ça fait des 7 sur 20, etc. À cause des unités, tu te rends compte? Eh bien ici, c'est là en fait qu'on apprend à convertir. C'est en primaire.
on apprend à faire ces tableaux de conversion et à faire ces petites conversions. Autre dossier important, toujours en primaire, et ce sera le dernier point qu'on mettra pour la case primaire, c'est toute la partie géométrie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va poser toutes nos définitions. En géométrie, en primaire, on va nommer les familles de figures classiques, genre les triangles, on va aller regarder quel type de triangle existe, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle latéral, etc. Les quadrilatères, pareil, les carrés, les rectangles. On va apprendre les propriétés des différentes figures. On va nommer un point, on va dire ce que c'est qu'un segment, on va dire ce que c'est qu'une droite, la différence entre un segment et une droite, les notations, voilà, je pourrais dire définition, notation. En fait, l'enfant va apprendre ici dans la géométrie à nommer les choses et à distinguer, tu vois, et à reconnaître. Nommer, reconnaître, distinguer. Parce qu'on va faire autre chose en termes de géométrie dans les années suivantes, et tu vas voir qu'on va avoir besoin de nommer, distinguer, reconnaître et connaître les propriétés. C'est tout pour les années primaires, on va passer sur le collège. Qu'est-ce qu'on fait au collège? Au collège, en fait, tu reprends du calcul numérique. Ah, et bien tu vois, tout de suite, on commence à voir le lien. Une fois que j'aurai rempli les 3 colonnes, on commencera à voir les ramifications entre les différentes années et comment les lacunes apparaissent. On le fera vraiment à la fin. Donc, calcul numérique, on refait ça au collège. Qu'est-ce qu'on fait en calcul numérique? Ben, on va refaire du calcul de fraction, on va faire du calcul de puissance, on va faire des enchaînements d'opérations. Alors ça, je vais le noter parce que c'est un gros thème. Enchaînement d'opérations. Enchaînement d'opérations, c'est quoi? Ben, c'est quand tu vas avoir, par exemple, 2 fois 3 moins 5. Qu'est-ce que je fais en premier? 2 fois 3 ou 3 moins 5? Peut-être 2 fois 2 moins 5, je sais pas, ou moins 5 moins 3. Bref, tu apprends en fait les règles de priorité de calcul. Et en fait, sans ces règles-là, il y a plein de choses par effet boule de neige qui vont devenir très compliquées. On va en parler tout de suite derrière parce que le calcul numérique, c'est pas la seule chose qu'on va faire au collège. Donc, enchaînement d'opérations, c'est l'une des choses qu'on va faire au collège, qui est très importante, c'est pour ça que je marque. Et un autre truc, c'est qu'on va travailler avec les nombres entiers relatifs. Alors, il faut savoir qu'en primaire, on te fait travailler, j'ai dit, avec les entiers. Donc, c'est les premiers nombres, grosso modo, les entiers naturels qu'un enfant découvre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Les nombres entiers sans virgule, positifs. On te fait travailler avec les décimaux. Donc, les nombres à virgule qui se terminent avec une partie décimale finie. On te fait travailler avec les fractions. En fait, les fractions, c'est une famille de nombres. On appelle ça les nombres rationnels. Et ça te fait déjà 3 familles qu'on manipule en primaire. Je répète, entiers naturels, les décimaux et les fractions. 3 familles. Au collège, on rajoute les entiers relatifs, qui sont les nombres entiers négatifs. Donc déjà là, ça peut créer des bugs et engendrer des bugs dans la tête de certains élèves. Si jamais, en primaire, ils n'ont pas déjà compris qu'il y a des familles de nombres. Parce que du coup, une fois qu'on comprend la notion de famille de nombres, au collège, on dit « Ah bah ça, c'est une nouvelle famille, avec des propriétés qui vont, etc. » Et on ne se contente pas des entiers relatifs, mon R est très très moche, on ne se contente pas des entiers relatifs, on va aussi parler des irrationnels. Alors les nombres irrationnels, là, oulala, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, les élèves au collège vont commencer à manipuler pi, c'est un nombre irrationnel. Ils vont commencer à manipuler des racines carrées, comme racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 25. Ils vont faire des calculs de racines carrées. Les racines carrées, ça intervient vers la classe de 4e. Et donc là, en fait, tu rajoutes avec les entiers relatifs et les nombres irrationnels, tu rajoutes 2 familles de nombres, ce qui en fait déjà 5 au total. 3 en primaire, 2 au collège. Et on va dire après ce qu'on fait avec ces familles de nombres, on en parlera au niveau du lycée. Donc là, tout ça, tu vas en parler dans le calcul numérique. Ouais, je pense que je t'ai tout dit. Et autre gros thème qu'on va voir au collège, hormis le calcul numérique, ça va être le calcul littéral. Alors là, je le marque en majuscule parce que ça, c'est majeur, majeur, majeur. C'est quoi le calcul littéral? Là, c'est le calcul avec des lettres. Donc là, on mélange des chiffres et des lettres. Pour faire quoi? Pour faire du développement d'expression littérale. Donc développement, là j'écris le mot à moitié, mais j'ai dit le mot développement. Factorisation, donc c'est un mot que tu as certainement déjà entendu. Développement, factorisation. On va commencer à résoudre des petites équations. Donc en fait là c'est l'intro qui intervient ici, l'intro des équations dans le calcul littéral. Tu vois, donc déjà en fait on commence à saisir que si jamais ça ne s'est pas bien passé ici là dans le calcul numérique, surtout dans l'enchaînement d'opérations, ça risque de coincer dans le calcul littéral, tu vois. Donc déjà là, des difficultés ici, ça va bousiller tes possibilités au niveau du calcul littéral. Déjà. Et après, on va voir que même des difficultés en primaire vont impacter le calcul numérique au collège. Mais on en parlera après. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, on a aussi 2 autres points importants à noter pour le collège. La proportionnalité et les fonctions. Donc là-dedans, on va te parler des tableaux, on va te parler des graphes. Les fonctions, on va les introduire en fait. C'est l'intro des fonctions. Justement, dans le contexte de la proportionnalité, on va introduire la notion de fonction. Donc tu vois, c'est un truc, une nouvelle donnée qui va surtout se travailler au lycée.
Mais la notion de fonction, quand on va l'introduire, on va parler d'expression littérale. C'est-à-dire que si tu n'as pas bien compris le calcul littéral, dès qu'on va parler des fonctions, c'est mort, c'est terminé. Parce qu'il il te manque ça, quoi. Et donc, proportionnalité et fonction, ça va être un thème assez important au collège. Et puis en dernier lieu, géométrie. Mais la géométrie, je vais t'en parler un tout petit peu plus. Parce que la géométrie du collège, c'est pas la géométrie de primaire. Parce que tu sais quoi? La géométrie au collège, ça va être une géométrie démonstrative. Démonstrative, ça veut pas dire du tout la même chose que ce dont je t'ai parlé tout à l'heure en primaire. Géométrie démonstrative, ça veut dire que là, en fait, on va démontrer des propriétés dans des figures géométriques. On va raisonner, analyser, démontrer. En faisant quoi ça? En utilisant des théorèmes. Théorème de Pythagore, théorème de Thalès, théorème sur les angles, théorème de parallélisme. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Propriété de trigonométrie. On va faire aussi, je vais le marquer le mot trigonométrie parce qu'il est assez important. Trigonométrie, tu vois, ça c'est un truc qui va arriver. Trigonométrie du triangle rectangle parce que c'est pas la trigonométrie globale. Triangle rectangle. C'est un truc qui va arriver effectivement dans les années collège où on va te parler de calcul avec des triangles rectangles, de calcul d'angle et de mesure de longueur. Bon, ça s'appelle la trigonométrie. Et avec la trigonométrie, on va pouvoir démontrer. Donc tu vois, en fait, la géométrie au collège, elle passe sur un autre mode. Là, on te demande plus juste de dire ah bah tiens, ça c'est un carré parce qu'il y a un angle droit et puis des côtés parallèles égaux et machin. On te demande plus ça, là, on va te demander de démontrer des situations dans des exercices. C'est encore autre chose. Géométrie démonstrative, on commence à attaquer du lourd. Mais ça reste encore accessible. Qu'est-ce qui se passe au lycée? On arrive sur le lycée. Alors au lycée, j'ai distingué en fait seconde, d'accord? Et puis première terminale. Première terme. Alors si tu ne le sais pas, en première et terminale, maintenant avec la réforme du bac 2021, on est sur une spécialité maths. C'est-à-dire que tu peux ne plus prendre les maths en première et terminale. Si tu décides d'arrêter les maths en seconde, c'est bon, c'est terminé, tu arrêtes les maths. Par contre, si tu prends les maths, ça devient une spécialité. C'est un enseignement de spécialité. Alors, qu'est-ce qu'on fait en seconde? Bon, bah globalement en seconde, je vais te dire, ça va être très simple et rapide. En seconde, on fait, j'encadre pour distinguer, voilà. Hop, hop, hop. En seconde, on fait quoi? On fait de l'arithmétique, arithmétique, du calcul littéral. On fait des fonctions, des équations, des inéquations, des études de graphes, des études graphiques, études graphiques. Et tout ça, en fait, globalement, tu peux considérer que ça va contenir quoi? Ça va contenir du calcul littéral, du développement, des factorisations, toutes ces choses avec des lettres et toutes ces choses en fait que tu apprends à faire ici. Globalement, en fait, tu vas utiliser tous les outils d'ici, en gros, avec des nouvelles propriétés, etc. Alors, on se contente pas de ça, on se contente pas de ça pour. Hop, je vais juste déplacer. Mince. Est-ce que je peux faire ça? Ah bah non, je peux pas. Zut. Bon. Ah si, peut-être. Ah bah non. Bon, bref. C'est pas grave, je vais serrer mes écritures. Alors, on ne se contente pas de faire de l'arithmétique, du calcul littéral, etc. en seconde, on va aussi faire de la géométrie, évidemment. On va faire de la géométrie. Et en géométrie, qu'est-ce qu'on va regarder? On va découvrir la notion de vecteur. Alors là, on va reprendre des notions aussi explorées au collège en géométrie qui concernent les symétries, qui concernent les translations. Et on va extrapoler ça et découvrir les vecteurs. C'est un nouvel objet, si tu veux, géométrique, mais qui a aussi un lien avec le calcul. Tu vois, le vecteur, il va nous permettre aussi de faire des calculs. Donc la géométrie, elle devient calculatoire. Je vais l'écrire ici. Géométrie calculatoire. Donc tu as vu, au collège, on avait de la géométrie démonstrative. Et puis après, on va commencer à faire de la géométrie démonstrative et un peu plus calculatoire au lycée. Géométrie, ouais, c'est bon. Et ok, ouais, je t'ai tout dit pour la seconde. Et puis en fait, après première terminale, en gros, écoute, là, ça va être très simple. On va avoir toute une partie analyse. Alors là, c'est quoi? C'est les fonctions, c'est les suites, c'est les graphes, c'est des équations, c'est des inéquations, c'est de la modélisation en fait. Tout ça, c'est de la modélisation. C'est quoi modéliser? C'est résoudre un problème en utilisant tous les outils en fait qu'on t'a mis dans ta main, tous les outils qui sont sur ton établi quoi, de l'équation, du développement, de la factorisation, etc., etc., etc. Tout ça en prenant appui sur par exemple des fonctions numériques. Donc l'analyse, c'est un des gros domaines de première terminale. La trigo,
c'est un truc aussi assez important dont on parle en première terminale, qui fait un petit peu un mix de fonctions et de géométrie. Tu vois, il y a un espèce de mélange là assez marrant. Et on a toute une partie géométrie démonstrative également. Et en fait, la partie géométrie démonstrative au lycée, tu vas voir, c'est très marrant parce que là, en fait, on va faire quoi? Donc, on va faire ça en 2D dans le plan, en 2D, quoi, 2 dimensions. On va faire ça en 3D, donc dans l'espace. On va retrouver des solides, par exemple, des sections de solides, etc. Et on va manipuler des équations. Voilà. Tu vois, le mot équation qui fait très peur, eh bien, on va le retrouver en géométrie démonstrative en première et en terminale. Prenons de la hauteur. Donc, on en est là. Maintenant, on va essayer d'analyser ensemble rapidement ce qui peut constituer un frein année après année dans les enseignements et dans les apprentissages de mathématiques. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin si je veux comprendre l'analyse? Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Si je veux comprendre la partie analyse, fonction, suite, équation, inéquation, etc. de terminale et de première, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin évidemment d'être à l'aise avec mes fonctions, mes équations, mes inéquations, mes études graphiques, mon calcul littéral de secondes. On est d'accord? Donc, ce que j'ai ici, ok, est directement connecté, pardon, ce que j'ai ici est directement connecté à tout ce que j'ai là. De quoi j'ai besoin pour être à l'aise avec le calcul littéral, les fonctions, les équations en secondes? J'ai besoin évidemment d'être à l'aise avec mon calcul littéral de collège. C'est directement lié. En fait, c'est directement lié. C'est des suites logiques. Et pour le calcul littéral de collège, pour être à l'aise ici, pour être à l'aise en développement, pour être à l'aise en factorisation, pour savoir faire des petites équations, qu'est-ce qu'il me faut? Déjà, il faut savoir faire des enchaînements d'opérations. Il faut connaître ses priorités de calcul, multiplier, diviser, parenthèse. Toutes ces choses-là, si je ne les connais pas, je ne peux pas être à l'aise sur le calcul littéral. Donc en fait, pour être à l'aise sur le calcul littéral, j'ai besoin notamment de manipuler ça. J'ai besoin d'être à l'aise aussi avec mes familles de nombres. D'ailleurs, je t'ai dit que je t'en reparlerai, c'est parce qu'en fait, au lycée, on parle essentiellement des réels. Voilà, ça c'était juste pour la petite histoire. Au lycée, on travaille beaucoup avec les réels. On nomme les nombres, on dit voilà, ce nombre est un réel. Et en fait, les réels, c'est quoi? C'est tous les nombres que tu as vus depuis la primaire. C'est les irrationnels, les nombres entiers relatifs, les nombres rationnels, donc les fractions, les nombres décimaux, et puis les entiers naturels. Je ne les ai pas marqués, mais je l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, là, ça fait le bilan de tout ce qui s'est passé dans les années d'avant. Donc on était en train de dire que pour être à l'aise au calcul littéral, il faut que je sois à l'aise dans le calcul numérique. Mais pour être à l'aise dans le calcul numérique de collège, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout mon calcul numérique et tout mon cardio de primaire soit OK. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à un moment donné, ici, je suis bancal, tu vois, je le barre. Je le barre, ça veut dire pas que je le maîtrise pas du tout, ça veut dire juste que je suis bancal. J'ai pas trop de cardio mental, c'est-à-dire que je suis pas trop capable de faire des opérations assez vite mentalement. Je maîtrise pas les fractions, les décimaux c'est galère, le calcul numérique, ouais, je sais multiplier mais avec ma calculatrice, je sais diviser mais avec ma calculatrice. Si c'est que ça, alors regarde ce qui va se passer. Tiens-toi bien. Ça, tu peux l'enlever, tu peux faire une croix dessus. Ça, tu peux faire une croix dessus. Donc ça, tu peux faire une croix dessus. Hop. Et puis ça, tu peux faire une croix dessus. Quand je dis faire une croix, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des zéros, hein, mais ça veut dire que ça va devenir très dur. Ça veut dire que tu vas boire la tasse constamment. Constamment. Et je connais des élèves qui boivent la tasse constamment sur chaque contrôle. Contrôle après contrôle, c'est une catastrophe. Et tu en connais certainement aussi. Et c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pas uniquement pour mettre le doigt là où ça fait mal, c'est parce que je vais te proposer des solutions après. Autre chose, on va parler un peu de la géométrie. Tiens, tu vois, on va parler de la géométrie ici. Non, je vais rester en violet. Voilà. Si je veux être à l'aise en géométrie démonstrative, c'est-à-dire raisonner sur de la géométrie en utilisant mes propriétés, etc., il va falloir que je sois à l'aise aussi en géométrie en seconde. Pour être à l'aise en géométrie en seconde, faut que je sois à l'aise évidemment en géométrie au collège. Le bloc géométrie, parce qu'en fait, il m'a apporté quoi le bloc géométrie en collège? Il m'a apporté le raisonnement. Tu vois, le fait de savoir raisonner là et d'analyser et de démontrer, ces choses-là, c'est en collège que je m'y suis entraîné. Comment je fais pour être à l'aise en géométrie au collège? Il faut deux choses. Il faut que je connaisse mes définitions, mes notations géométriques. Il faut que je connaisse mes notations absolument vraiment sur le bout des doigts, quoi. Et il faut aussi que je sache analyser et raisonner face à un énoncé et que j'aille chercher mes outils. Parce que la géométrie, clairement, c'est vraiment ça.
en géométrie spécifiquement, quand tu es face à un problème, il faut vraiment aller chercher ses outils dans sa caisse à outils, dans son établi mathématique. C'est vraiment c'est d'autant plus vrai en géométrie, ce que je te dis là. Et donc du coup, si en géométrie, en primaire, c'est pas trop ça, et si en plus, raisonner, analyser dans des problèmes en autonomie, c'est pas trop ça, eh bien, tu as compris le truc, tu peux commencer à faire une croix sur la partie géométrie démonstrative du collège, mis à part après, voilà, hein, bien sûr, tu vas maîtriser peut-être en cinquième, tu vas mesurer des angles, tu vas prendre des points, etc. Mais moi, je te parle globalement. Tu peux faire une croix sur les vrais acquis, et puis du coup, tu peux faire une croix aussi en seconde sur ça, et en première terminale. Faire une croix, je répète, ça ne veut pas dire avoir zéro. Faire une croix, ça veut dire être à l'aise. Tu ne pourras pas être à l'aise. Quand je barre, ça veut dire que tu ne pourras pas être à l'aise. Il y aura des lacunes, il y aura des zones d'ombre, il y aura des choses qui font que tu ne seras jamais 100% bien sur un exercice, sur une nouvelle donnée, sur un nouveau chapitre. Tu comprends le truc? Et tu vois que déjà, si je regarde le tableau, c'est effrayant parce que on se retrouve, il n'y a plus grand chose là. Bah, lycée, il n'y a plus grand chose. Et après, qu'est-ce qui nous reste? Proportionnalité, notion de fonction. Pour être à l'aise en proportionnalité, il faut être bien en calcul numérique. Si tu n'es pas bien en calcul numérique, ça va te poser problème en proportionnalité. Notion de fonction, bon, c'est des amorces, donc à la limite, voilà. Autre exemple, je te l'ai dit tout à l'heure. Si en conversion, tu as du mal, si tu ne connais pas tes tableaux de conversion, si en primaire, c'est vraiment la galère pour toi de passer d'hectomètre à centimètre, que, voilà, que mentalement, tu mets 3 plombes, laisse tomber. Parce que clairement, je te le dis, c'est en toute simplicité, c'est pas pour mettre l'accent là où ça fait mal, encore une fois. Clairement, en physique, en chimie, au collège, mais encore plus au lycée, tu vas avoir besoin de convertir. Et si tu n'arrives pas à convertir efficacement, ça va être la catastrophe sur un calcul donné. Pourquoi? Bah parce que si l'unité est mauvaise dans le calcul, le résultat est faux. Et si le résultat est faux et que le raisonnement était déjà bancal, eh ben, l'exercice est faux. Et c'est comme ça qu'on tape des 7 sur 20. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Ce que j'ai voulu te montrer avec ce tableau, c'est que toutes les notions majeures qu'on appréhende en primaire, collège, lycée, elles sont toutes connectées. C'est ce que je voulais te faire comprendre quand je t'ai dessiné cette maison. Les enseignements et les apprentissages en maths, ils se font de façon verticale. Tout ce que tu apprends ici, ça s'appuie sur ce que tu as fait là. Et tout ce que tu apprends ici, ça s'appuie sur ce que tu as fait partout ici. C'est tout le temps comme ça en maths. Et ça l'est aussi pour le supérieur, mais ça c'est encore un autre truc. Et en fait, du coup, il est très facile pour répondre à la question de départ, d'accumuler les lacunes et de faire naître des lacunes. Il suffit juste de mettre des failles ici. Ces failles, elles vont grossir ici. Donc une micro-fissure va devenir une méga fissure dans ton mur d'enceinte ou dans ta fondation. Et une fois que la fissure, une fois que le mur est complètement fissuré, là, il s'écroule. Je te le redis en clair. Et puis c'est utile aussi, si tu es un parent, je pense que tu vas apprécier ce que je suis en train de dire là. Et après, on va parler des quelques solutions que tu peux mettre en place avec ton enfant. En fait, ici, tu fais apparaître des fissures. Ces fissures en collège, elles vont devenir des fissures plus importantes. Non, là, tu fais apparaître des failles, je dis, et là, tu vas faire apparaître des vraies fissures dans ton mur. Assez importantes. Une fois que ton mur est fissuré, au lycée, il va rompre. Et une fois que le mur est rompu, là, c'est tu bois la tasse, contrôle après contrôle. Et la plupart du temps, quand les gens m'appellent pour faire de l'accompagnement d'élèves, on est en première ou on est en seconde, avec des fois 2-3 ans de lacunes accumulées. Des fois, en fait, les lacunes sont accumulées que depuis le collège, mais moi, je pense, parce que après je l'analyse comme ça quand je suis face aux élèves, les lacunes remontent au primaire. Donc voilà en fait concrètement ce qui se passe et voilà comment on accumule les lacunes et voilà comment finalement on arrive au lycée et qu'on dit non mais en fait les maths c'est trop dur. Je comprends rien aux équations, je comprends rien aux fractions. C'est parce que il faut se rendre compte que c'est l'accumulation en fait de petites failles, de petites zones d'ombre, de points d'interrogation dans ta tête. C'est toute cette accumulation qui à un moment donné fait que ça te fait un méga truc incompréhensible. Et là tu dis non mais en fait c'est les maths qui sont incompréhensibles. Mais c'est pas tout à fait vrai. Alors venons-en aux solutions possibles. La première solution évidemment c'est de mettre du temps à disposition pour régler tes lacunes. Si tu ne mets pas de temps, c'est pas nécessaire d'aller plus loin parce que le temps en fait c'est le maître mot. Si on met du temps, on peut résoudre les problèmes. Si on ne met pas de temps, on ne peut pas résoudre le problème.
Donc le temps est nécessaire, absolument nécessaire. Une fois que je décide de mettre du temps, par exemple, je dis que tous les jours je vais faire une demi-heure de calcul mental ou tous les jours je vais faire une heure de remise à niveau sur un des thèmes. Par exemple, ça peut être du calcul numérique de collège, ça peut être du calcul littéral, etc. Si j'en fais une heure par jour. Une fois que j'ai décidé d'un timing, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais chercher mes exercices, etc. Bah là, tu as plein de solutions possibles. Parmi ces solutions, tu as par exemple des vidéos YouTube de résolution d'exercices. Bon, c'est pas la solution que je mettrai en avant en tout premier lieu parce que je préférerais en tout premier lieu bosser avec un bouquin personnellement. Alors, autre solution possible, tu as des bouquins par exemple, niveau collège, tu as des bouquins cycle 4 qui regroupent tout le programme de la cinquième jusqu'à la troisième, le programme actuel, je veux dire. Eh bien, il suffit de se procurer un bouquin comme ça doit coûter 10 balles sur le bon coin. Et une fois que tu as ce bouquin-là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas, notion après notion, refaire des exercices, lire des leçons. Une heure par jour, et puis tu fixes ton timing. Ça, c'est une solution possible. Tu vois, là, on a vraiment des solutions concrètes. Si tu es un parent d'élève et que tu as accompagné ton enfant, bah, tu fais la même chose avec ton enfant. Du coup, tu le fais travailler un certain nombre d'heures par semaine ou tu as un certain temps par semaine. Voilà. Et puis tu fixes un temps et tu t'y tiens. Tout comme on fixe un temps pour aller à la salle de sport ou qu'on fixe un temps pour aller de ci, de là, on fixe un temps pour régler des lacunes. Parce que ces lacunes, si on ne les règle pas, bah, elles ne vont pas se régler toutes seules. Et comme je te l'ai dit, elles vont avoir un énorme impact ici et ici. Pour n'importe quel élève qui souhaite continuer les maths, ça aura un énorme impact en première de façon certaine. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire et te faire savoir par rapport à cette problématique de savoir pourquoi je n'arrive pas à faire des maths. Cette question que j'ai tellement entendue. Dans cette vidéo, tu vois, je l'ai appelée épisode 1 parce que voilà, c'est une vidéo où j'ai essayé d'expliquer comment naissent les lacunes et comment les lacunes grossissent et grandissent. Et il va probablement y avoir d'autres vidéos au gré de ma motivation et de mon inspiration pour parler de cette grosse thématique de pourquoi je n'arrive pas à faire des maths. Parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. J'ai pas tout dit ici, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais il y aura d'autres choses à dire dans d'autres vidéos. Sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné des idées. N'hésite pas à commenter et à apporter ton témoignage en commentaire de cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je les lirai. Et puis, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!